laisser le micro à M. Justino pour intervenir. Merci. Merci beaucoup. Je commence pour remercier la présence de CG. C'est une honneur pour moi d'être avec vous, partager cette table ronde et pour parler par rapport à la situation de notre continent et de notre pays. Je commence tout d'abord pour dire qu'on doit remarquer la faiblesse et la fragilité des institutions africaines, sous-régionales et continentales. Ce problème de circulation de personnes et de biens, c'est une thématique qui aujourd'hui, nous tous, on a arrêté pour discuter ces thématiques. Mais aussi, on discute par rapport à l'agenda 2062. Cette occasion nous permet de faire une petite retour à l'histoire de notre continent. Avant l'occupation effective des Européens dans notre continent, l'Afrique vivait dans son territoire sans connaître les territoires administratifs et territoriaux. Pourquoi et comment nous vivons dans notre continent? Nous vivons au niveau de notre groupe ethnique. C'est en cela qu'on a construit notre division territoriale. Pour exemple, les Diola qui sont en Guinée-Bissau, ce sont les Diola qui sont au Sénégal. Ils font leur frontière au niveau de la Guinée-Bissau avec des Machacs. Au niveau de la Casamance, c'est avec les Seynes. C'est cette administration que nous avons avant l'occupation effective des Européens dans notre continent. Après la conférence de Berlin, cette occupation européenne, non seulement à niveau économique, mais c'est passé à niveau politique et administratif du continent africain. À ces propos, la division totale de l'Afrique à niveau des potentiels pays, les potentiels pays européens en ce moment. Le Portugal, la Grande-Bretagne, la France. C'est ces pays qui ont un grand nombre, une grande partie de l'Afrique. Le grand territoire de l'Afrique, ça rencontre avec la Grande-Bretagne, le Sénégal et le Portugal. Cet phénomène d'invasion et de l'administration coloniale créait une rupture entre les peuples et leur culture et les habitudes. Aujourd'hui, si on voit les Diola de Guinée-Bissau, on voit les Diola du Sénégal, il y a la différence de forme, de parler, de culture, d'agriculture. Pourquoi? Mais avant l'apparition des Européens, ça n'existe pas. Ça. Mais un peuple se regarde les Bassaïs, de Guinée-Conakry, les Bassaïs, du Sénégal. Ils vivent dans le même territoire avant l'apparition des Européens. Ils ont coupé le peuple au milieu. C'est la même chose que vous rencontrez dans votre zone. Mais dans les années 50, ça nous rappelle quoi? La renaissance des jeunes africains ou des étudiants africains comme opposité. Senghor au Sénégal, Sékou Touré de la Guinée-Conakry, Jules Nyerere, Amilcar Cabral, Agustin Leto et des autres. Ils ont réveillé, ils ont pris la conscience de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Que l'homme doit être libre, il doit vivre dans la liberté. Et ces gens, ils ont créé le mouvement de libération dans leur pays, pas pour leur intérêt, mais ils vont répondre à la carte des Nations Unies. Si on regarde le préambule jusqu'au chapitre 9, parle par rapport à quoi? La liberté des peuples.
le nom de cette liberté, que ces jeunes ont commencé à chercher l'indépendance de leur continent. Les autres, ils ont en arrivé pour l'accord de notre cas en Guinée-Bissau, le pays lusophone, avec le Portugal, ils ont choisi la guerre. Et ces pays ont arrivé à prendre leur indépendance. Mais il faut qu'on regarde aussi comment cette jeune pense la liberté. Je cite Amilcar Cabral qui dit comme ça. Qualquer homem africano é ter a sua própria expressão política e social. É isso exatamente que quer o homem africano. Mas nós chamamos a isso a independência. Quer dizer, a soberania total do nosso povo no plano nacional e internacional. Para construir ele mesmo na paz e na dignidade, ao custo de sua própria força e sacrifício, marchando com seus próprios pés, guiado pela sua própria cabeça, o progresso que tem direito, como todos os povos do mundo. Ça veut dire quoi? Je vais faire une traduction rapide en français. L'Amilcar Cabral dit, nous les Africains, on doit être libres, mais cette liberté, ça doit être comment? Marcher avec notre pied, mais penser avec notre tête. La question que moi je pose, chacun de nous est libre de répondre, est-ce que chacun de nous, nos pays, nos continents est libre? Est-ce que ces gens qui ont battu, ils ont perdu leur jeunesse à défendre la cause de l'Afrique, est-ce que l'Afrique est libre? Chacun de nous est libre de répondre à cette question. Mais moi je dis encore, toutes les institutions africaines sont fragilisées par, si on va à l'Union européenne, l'Union africaine, CEDEAO, SADC, tous et toutes sont fragilisés, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas mis en place l'objectif de création de cette institution qui représente le continent. Pourquoi? Tous les financements de cette organisation sous-régionale, ça vient d'où? L'Europe, Asie, Amérique. Comment on peut penser que notre institution africaine peut être solide et fiable et encore crédible? Le siège de CEDEAO est construit où? Chine. Union européenne, Chine. Tous les projets que ces pays sont en train de développer, c'est des projets européens. Et les Européens vont indiquer ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Comment on peut en arriver à cette libre circulation de biens et de personnes dedans de notre territoire? Il y a des barrières économiques, politiques qui nous empêchent de faire cette circulation. Pourquoi je cite le deux? À niveau politique, il n'y a pas une volonté de nos présidents et des autorités de chaque membre filiale de l'Union africaine. Il y a tous les instruments juridiques et politiques et des orientations que chaque pays doit mettre en position. Je parle au cas concret de CEDEAO. On a un billet de CEDEAO, un carte d'identité de CEDEAO, mais tu sors de la Guinée-Bissau pour aller au Sénégal, tu payes. Tous les territoires de CEDEAO, tu payes. Pourquoi on va payer ça? Moi, comment je peux développer
mes projets au Sénégal? Comment je peux vendre ma connaissance au Sénégal? Et comme le Sénégalais peut vendre ça à Guinée-Bissau, au Mali, Gambie. La barrière économique en Afrique, c'est le transport, visa, pour sortir de Guinée-Bissau jusqu'au billet de Comores, tu dois payer le billet d'avion qui est plus cher de Guinée-Bissau au Portugal. Pour aller en Europe, c'est plus facile pour prendre un avion, mais pour circuler dans le territoire de l'Afrique, en avion, c'est plus cher. Il y a une barrière de visa qu'on n'en a besoin pas. Ça empêche à quoi? La croissance économique de l'Afrique. Comment je peux amener le produit de la Guinée-Bissau jusqu'au l'île de Comores? Pour vendre en quel prix? Pour les Africains ou pour les Européens? Je ne peux pas. C'est une barrière économique. Je n'ai pas le moyen pour payer le visa, y payer un billet pour mettre un produit pour amener jusqu'au l'île de Comores. CEDEAO échoué, SADC échoué. Simplement, on voit ce qui se passe dans les jeunes leaders africains militaires. Comment CEDEAO, SADC veulent résoudre ce problème, cette question du coup d'État? Comment? Avec la force. S'il y a des présidents qui empêchent les élections dans leur pays, révision constitutionnelle suivante chaque année, chaque mois, comme ils veulent, comme ils peuvent. Il y a beaucoup de chefs d'État, excusez-moi, je vais emprunter simplement la parole d'un chef d'État jeune africain, panafricain. Tous les chefs d'Africains, ce sont des mendiants, ce sont des fils d'Europe, de notre pays. Ceux qui font rouler l'économie de l'Europe, les présidents africains. Nous sommes responsables pour ça. On accepte ça. Nous, les jeunes, les femmes, la société civile, on accepte, on défend cette théorie. Pour répondre à cette question, comment on peut arriver à ce niveau d'y avoir une libre circulation de biens? Je vais répondre ici. Applicabilité de règles et de lois et de traités et d'accords internationaux qui parlent par rapport à libre circulation, intégration des personnes et des biens au sein de la continent africain. Il y a ça, on doit appliquer. On doit terminer avec des visas dans notre territoire. On doit créer une monnaie commune. Et puis encore, on va fortifier la société civile parce qu'ils ont un rôle très important à niveau de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et le lobbyisme dans le continent. Il faut fortifier, il faut réinstituer l'enseignement primaire et l'enseignement universitaire. Pourquoi ce déchet? Chez moi, si tu me demandes qui a mis ta cabane, tu n'auras pas 100% de population de la Guinée-Bissau, tu ne vas pas avoir 50% qui va te répondre qui est le Canada. Mais tu te dis qui est Soka, il va parler de Soka.
Qui est Barack Obama? On va parler de Barack Obama. J'ai dit les gens en Guinée-Bissau, je parle à l'île de Comores, tu parles en Europe, ils ne savent même pas que l'île de Comores est dans le territoire de l'Afrique. Donc on doit enseigner les gens l'Afrique. On doit faire les gens connaître l'Afrique qui peut les aimer. Parce que si on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas où on est, on ne peut pas l'aimer. Ça manque cette forme d'enseigner les gens les valeurs africaines. Et puis, je termine pour le média. Les journalistes, vous avez un rôle très important pour la matérialisation de tout cet instrument juridique, politique que nos présidents nous ont enseigné. Il y a des accords qu'on peut en avoir à l'accès d'informations, pas intoxiquer les gens avec des formations politiques et même des idéologies européennes. Il faut qu'on valorise notre produit local. L'entrepreneur, universitaire, chercheur, agriculteur, on doit mettre en place nos produits qui soient axés à notre poche. Si je veux acheter un tonneau de l'huile de commande, combien ça va me coûter? Le prix d'Europe. Est-ce que je peux acheter quelque chose de la culture du Comore? Est-ce que le Comorien utilise ce qui est du Comore? Pourquoi il n'utilise pas? Parce que c'est cher. C'est tellement cher qu'on ne peut pas l'acheter. Donc nos marchés ne sont pas pour nous, ce sont pour les Européens. On doit faire la rupture de ça aussi. Merci beaucoup.